Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons réaliser un entretien croisé entre deux éminentes personnalités, enseignants d'université. Le professeur Aboya Ndomanassé, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, diplômé en sciences politiques de l'université François Rabelais de Tours. En face de lui, nous avons le docteur Eric Mathias Owonangini. Mathias Eric Owonangini, hein? Politologue camerounais, professeur chargé de cours à l'université de Yaoundé 2, à l'Institut des relations internationales du Cameroun, à l'université de Yaoundé 1, à l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé. Alors, tous deux sont des grands contributeurs du monde des médias que vous connaissez tous. Ils n'hésitent pas à donner leur point de vue sur la vie de la nation camerounaise. Alors ce soir, on va leur demander d'effectuer la même démarche. Nous allons débattre de grands sujets d'actualité que vous allez découvrir au fil de cette émission. Bonsoir, professeur Aboya Manassé. Bonsoir, docteur Mathias Eric Owonangini. Bonsoir. Merci d'être arrivé de Yaoundé. Alors, je rappelle bien sûr que l'émission est en direct et que vous avez la possibilité, grâce à nos partenaires de Just TV et de Cam2, de nous envoyer des messages. On va essayer de les lire. 1h30 d'émission. On va commencer par le Sénat. Monsieur, les professeurs. Alors, le président Biya qui décide de la mise en place du Sénat. 17 ans après que cette disposition ait été inscrite dans la loi fondamentale, pourquoi maintenant, selon vous? Premier qui prend la parole. Hein. Voilà. Merci Thierry. Je crois que c'est un sujet qui a passionné les Camerounais. Ils en ont redemandé à profusion par rapport au retard observé dans la mise en place de certaines institutions prévues dans la loi fondamentale depuis 1996. Donc, le Sénat a finalement été mis en place il y a quelques mois dans une sorte d'effervescence populaire. À mon avis, je pense que le gouvernement s'est décidé finalement à accepter cette perspective parce qu'il n'avait plus de pression de l'opposition. Quand on se souvient que l'intégration du Sénat comme réforme institutionnelle à amorcer était issue de la tripartite de 1991 et cette tripartite a permis la matérialisation de cette réforme dans la Constitution révisée en 1996. Donc au fil des temps, l'opposition a perdu beaucoup de son poids et de la pression qu'elle savait mettre sur le pouvoir, et une fois émiettée, une fois déconstruite, je crois que le pouvoir en place a pris le temps de mettre progressivement à sa guise et selon sa convenance la mise en place de ces institutions. Pour moi, la mise en place du Sénat résulte de l'évolution effective de la situation. Mais il y a des éléments qui sont importants à prendre en compte. Je crois qu'il y a la pression des grandes puissances étatiques internationales, à l'instar des États-Unis d'Amérique ou de la République française, qui ont clairement, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2011, au moment d'en évoquer les résultats, appelé le président Biya, qui avait été réélu, à mettre en place les institutions prévues par la Constitution telles que révisées en 1996. Je crois que ça a été un élément important. Il y a également dans les manœuvres politiques du président Biya la volonté en fait de modeler et de biaiser un peu la compétition politique en mettant les élections sénatoriales avant d'engager le nouveau cycle d'élections concernant les élections législatives et les élections municipales, de manière à avoir un Sénat à sa convenance et de manière à anticiper une éventuelle surprise venant de formations d'opposition anciennes ou nouvelles à l'occasion de ces élections législatives et municipales. Alors certains ont pensé ou estiment que le président Biya est en train de préparer peut-être sa sortie. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont naïfs? Je crois qu'ils sont tout à fait naïfs. Il n'y a aucune sortie de prévue. Je crois que
la mise en route du scénario politique qui a conduit aux élections sénatoriales et puis qui a conduit à la nomination des 30 sénateurs, des 30 des 100 sénateurs qui devaient être nommés, montre bien que le président Biya n'a aucune intention, mais alors aucune intention de partir. Au contraire, il s'est clairement positionné pour être candidat en 2018. Il joue simplement sur l'effet institutionnel qui est lié à la mise en place du Sénat, parce que l'une des raisons pour lesquelles le Sénat est considéré comme important, du moins pour l'opinion publique, c'est le fait que le président du Sénat est chargé, à l'occasion d'une vacance de pouvoir, d'assurer en quelque sorte l'intérim jusqu'à ce que de nouvelles élections soient organisées. Et le régime joue abondamment de ça, et son chef aussi, pour faire croire que nous sommes dans une perspective où une éventuelle succession est envisagée. Je crois que c'est hors de question. Quand on voit le fonctionnement concret du régime, il est évident que le président Biya est déjà candidat pour 2018. C'est votre avis, professeur Manasseh? Tout à fait, parce que le gouvernement a la capacité de jeter les Camerounais sur les fausses pistes avec cette fabrication virtuelle des multiples dauphins qui finissent par disparaître sans qu'aucun soit un dauphin. Donc je crois que envisager une succession n'est pas facile à encadrer, ce d'autant plus que si on se souvient d'une réaction du directeur du cabinet civil de l'époque, Alain Edgar Mebengo, à un organe d'expression français, la lettre du continent pour ne pas le nommer, il avait indiqué qu'il n'y a pas de dauphinat dans une république et que les mécanismes de succession sont des mécanismes démocratiques intégrés dans la Constitution. Donc, à mon sens, la succession ne peut pas être encadrée de manière visible. Elle n'est pas envisageable sous la forme qui est perçue dans l'opinion publique. Notamment une opinion publique qui est effectivement en quête de dauphins présumés qui ont fait foule pendant un bon bout de temps, mais qui ont disparu tous, déconstruits par le système, brisés parce que s'attirant effectivement des inimitiés programmées. Parce qu'au Cameroun, quand vous êtes présenté comme un dauphin, c'est clair que vous allez disparaître dans les jours qui viennent parce que vous allez subir la pression et qui ne veulent pas entendre parler de dauphins sans que ce soit eux qu'on désigne. Alors, en quoi cette institution-là est importante dans le dispositif législatif au Cameroun? Est-ce qu'on avait besoin d'un Sénat? Un Sénat coûte cher aussi, hein. Il faut entretenir déjà tous ces 100 sénateurs, avec tout ce qu'il y a comme intendance derrière, avec l'administration. Est-ce qu'actuellement, on avait besoin que cette institution-là soit mise en place? Je crois que les Camerounais se sont souvent plaints que les institutions prévues par la Constitution, par la loi fondamentale, ne soient pas mises en œuvre. Et je crois que s'il y a une raison, et je crois que c'est la seule d'ailleurs, une raison positive par rapport à tout ce processus de mise en place du Sénat, c'est qu'au moins, on a respecté la Constitution. Petite coupure liée à un problème, le serveur. Vous vouliez nous excuser. Je suis en train de donner la parole au professeur docteur Mathias Arik Obolangini sur l'utilité du Sénat en cette période-ci. Est-ce qu'on a besoin de cette institution qui est prévue, qui coûte cher? Oui, mais il y a beaucoup de choses qui coûtent cher. Moi, je pense que le problème du coût est un problème secondaire. Ce qui est essentiel, c'est la valeur institutionnelle du Sénat et c'est la manière dont on utilise le Sénat dans le cadre du travail législatif. Et c'est là où il faut savoir si le chef de la majorité politique au Sénat, c'est-à-dire le chef du parti dominant au Sénat, le président Biya, va permettre que le Sénat soit effectivement utile dans sa capacité à contribuer au travail législatif, dans sa capacité à compléter ce qui est fait au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ça qui est important. S'il se met dans une perspective de pédagogie politique, ça peut être très utile pour le Cameroun. Mais si on est dans une logique de clientélisme institutionnel, alors là, effectivement, le Sénat sera là simplement à titre de remplissage. Alors, professeur Manasseh. Oui, le Sénat ne peut pas s'affranchir du contexte de centralisation de l'État. Je pense que plus on parle de décentralisation, davantage on voit que le pouvoir met en place des stratégies de centralisation de ces institutions. Parce que l'institution présidentielle est toujours forte et ne saurait être influencée ou alors permettre
l'émergence d'une chambre parlementaire, fût-elle le Sénat. Et c'est pour cela que nous revenons dans le débat de la nouvelle des indépendances, où on craignait une seconde chambre pour des raisons de surcharge budgétaire et d'autres parlaient de surcharge législative, donc surcharge parlementaire. Tout cela parce qu'on ne voulait pas que les exécutifs qui se mettaient en place au lendemain des indépendances puissent être influencés ou alors concurrencés par des chambres parlementaires, fût-elles élues par les citoyens. Donc, je pense que le Sénat est embrigadé dans cette conjoncture où tous les contrepoids sont centralisés au niveau de la Constitution. C'est le président de la République qui nomme le secrétaire général. Il a le pouvoir de nommer un tiers des sénateurs. Ça veut dire qu'il récupère en réalité des leviers qui lui permettent de domestiquer le Sénat et de le rendre incapable de s'affranchir en tant qu'institution parlementaire et jouer effectivement le rôle de contrepoids. Alors, est-ce que vous pensez quand même que la navette parlementaire qui va exister entre le Sénat et l'Assemblée nationale se fera de manière correcte, on va respecter toutes les formes? Elle pourra se faire de manière correcte au niveau formel, mais l'essentiel ici, c'est le fondamental, c'est le fond en termes de pratique politique de la navette. Ça peut être une navette de pure forme, où en fait les choses seront déjà biaisées, effectivement en raison du contexte institutionnel qui est plus que jamais présidentialiste, même si l'analyse juridique formelle semble nous dire le contraire. Votre avis là-dessus? Oui, cet aspect est d'ailleurs aggravé par le trait d'union partisan, au-delà des institutions qui sont centralisées, qui sont présidentialisées, comme le dit Mathias. Il y a que c'est le même parti qui inspire, qui donne le ton de la législation qui doit être appliquée. Parce que c'est le parti au pouvoir. Or, le parti au pouvoir a une domination manifeste en termes de majorité au sein de toutes ces institutions, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le Sénat, que ce soit le gouvernement. Donc, on ne peut pas voir un scénario où le parti au pouvoir va se faire violence lui-même. Au contraire, va chercher à asseoir son hégémonie et sa position de force pour cadrer et encadrer les échéances futures. Alors, justement, au niveau du règlement intérieur, par exemple, on voit très bien que le bureau s'est calqué sur ce qui se passe à l'Assemblée, c'est-à-dire que c'est un bureau qui est élu chaque année. Quelle lecture politique on peut faire de cela? C'est-à-dire qu'on a un bureau qu'on doit renouveler à chaque rentrée parlementaire dans le cas du Sénat. Avec le président qui a un mandat. Bon, je ne vais pas donner d'explication parce que moi je ne comprends rien. Hein. Je ne sais pas. Peut-être que cette émission-ci, on espère qu'elle va arriver à son terme quand même. Alors, on est en train de parler de la navette parlementaire. Navette parlementaire. Non, excusez-moi, je suis perdu. On est en train de parler plutôt du renouvellement régulier du bureau et son implication politique. Oui. Hein, dans un contexte quand même où vous avez un président du Sénat qui, en principe, joue le rôle de seconde personnalité de l'État. Oui, je crois que c'est un mécanisme de contrôle qu'on a vu expérimenter dans le cadre du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui permet en réalité de tenir sous surveillance l'ensemble du personnel politique impliqué dans ces fonctions-là, dans ces cadres. Et ça permet donc de contrôler le niveau de docilité des membres de ces bureaux, soit celui de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat. Et s'il y a des gens qui ne sont pas subordonnés, on a l'occasion de les faire partie. Oui, c'est vrai que quand on regarde les dispositions législatives et les aspects prévus dans la Constitution, on dit que à chaque début de législature, le bureau, l'Assemblée nationale se réunit et élit son bureau pour une durée d'1 an. Mais en réalité, c'est une disposition qui est motivée par les aspects relevés par Mathias pour que les uns et les autres ne puissent pas s'affranchir non seulement du contrôle du parti, mais du contrôle de ceux qui sont chargés des investitures. Donc, il y a une discipline partisane douce qui est exercée sur les membres du bureau sortant qui ont intérêt à faire preuve de fidélité, de loyalisme pour que soit renouvelée la confiance pour le futur. Donc, encadré juridiquement, ce processus est davantage contrôlé politiquement
pour que les uns et les autres ne puissent pas s'affranchir de la volonté partisane, de la discipline que peut exercer la hiérarchie du parti sur leurs élus. Alors, pour rester dans le cadre du Sénat, le président Biya a donc porté son choix sur Marcel Niak Difendi pour assurer la présidence. Est-ce que cela consacre, selon vous, une véritable division politique du pays entre le Grand Sud, dont les régions du centre-sud-est, l'Ouest, le Grand Nord, dont l'Adamawa, l'extrême Nord et le Nord, et la partie anglophone, selon vous? Est-ce que cela consacre une telle division? Non, parce qu'en réalité, cette division est née dans les années 90. Elle a peut-être l'occasion là de se relancer avec la distribution des positions éminentes de l'État qui s'est établie à l'issue de la désignation du président du Sénat. Même si cette désignation a une forme élective, elle est concrètement faite dans des conditions de monopole politique. Ça veut dire que c'est quasiment l'équivalent d'une nomination. Donc, dans ce cadre, le président Biya, en fait, joue. Il est le principal maître de l'échiquier et il joue avec les pions qui sont à sa disposition. Donc, l'un de ses calculs, c'est de donner l'impression que ce qu'on a appelé de manière un peu commode l'axe nord-sud est ravalé au placard, qu'on remet ça dans le remisé au placard. Mais en réalité, dans ce jeu, que ce soit axe nord-sud, que ce soit axe sud-ouest, tout ça, ce sont des éléments artificiels qui permettent au chef central de jouer avec l'opinion nationale au gré de ses intérêts pour en fait assurer sa perpétuation au pouvoir. C'est clair que dans son système de nomination, dans sa stratégie de gouvernement, le président de la République s'est davantage appuyé sur les élites, justement, qui sont greffées tout le long de cet axe qu'on appelle l'axe nord-sud, c'est-à-dire de Maroua à Ebolova, en passant par Yaoundé. Je crois que ce n'est pas un axe linéaire, c'est un axe qui zigzague, c'est-à-dire que qui recrute aux alentours pour donner une commodité de partage de pouvoir entre les provinces méridionales et les provinces, septentrionales et le sud du Cameroun. Mais en réalité, cet axe est déjà surchargé, au point où l'opinion publique s'inquiétait déjà de savoir que la plupart des grands commis de l'État ne venaient que de ce côté-là. Or, il y a intérêt à élargir de manière virtuelle le socle de recrutement vers d'autres endroits qui étaient supposés être périphériques, parce qu'il y a eu quand même des récriminations où l'Ouest estimait être marginalisé dans la redistribution des cartes, au moment où les uns et les autres pensaient effectivement que ça pouvait naviguer entre le littoral et l'Ouest. Malheureusement, l'Ouest, décapité par l'invalidation de la liste du RDPC par Elekam, se sentait effectivement être victime d'un complot. Je crois que le pouvoir de Yaoundé a estimé stratégiquement de les apaiser, non seulement en nommant quelques-uns de ses fils, mais en confiant justement un poste aussi convoité que la présidence du Sénat, au point où des individus de cette localité pensent qu'effectivement qu'ils ont la présidence par intérim. Parce qu'il y en a qui fêtent. J'ai appris que le président du Sénat a fait un tour à son église à Loncac, et c'était l'euphorie là-bas, à l'église évangélique de Loncac. On a salué justement la vice-présidence par intérim. Donc moi je pense que à Yaoundé, les gens jouent sur ce genre de clichés pour essayer justement de justifier le contrôle du pouvoir par une gadgeterie en réalité qui n'est qu'une gadgeterie virtuelle. Donc, pour vous, ce sont les clichés virtuels, en fait. Je suis d'accord, sauf que là même, c'est un peu plus vicieux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, moi, j'ai toujours soutenu que le processus de disqualification de la liste RDPC à l'Ouest est un processus organisé, dont on voit maintenant la finalité. C'était pour mieux mettre en relief le choix qui a été fait au final. Parce que quand même, quand on voit les modalités pratiques, avec toute l'expérience politique qu'il y a au RDPC, c'est inimaginable que les pièces
querellées aient été concoctées telles qu'elles ont été faites. Moi, je crois que c'est de manière délibérée que ça s'est fait, parce que l'effet, effectivement, c'est d'obtenir un renforcement des réserves de soutien du régime à l'Ouest, dans la même perspective qui est politico-clientéliste, qui ne change rien au fond. Moi, je pense que les Camerounais doivent être conséquents. S'ils veulent utiliser l'élément ethno-communautaire en politique, qu'ils construisent un système institutionnel fédéral avec une base au moins partiellement ethno-régionale. De tels systèmes existent non seulement en Afrique, mais en dehors de l'Afrique. Alors, donc, est-ce que vous pensez quand même que ce choix-là, tout à l'heure, Manasseh Aboyan doit en parler, on voit qu'à l'Ouest, certaines personnes sont très contentes. Est-ce que vous pensez que ce choix-là du président du Sénat peut permettre au président Biya d'engranger des voix pour son parti lors des prochains scrutins à l'Ouest? En réalité, le débat de fond n'est pas celui-là. Le débat de fond, c'est que le pouvoir au Cameroun est perçu comme un gâteau national. Les gens font des revendications à caractère démocratique, mais quand le pouvoir de nomination vient, les uns et les autres se contentent des postes qui sont distribués par région. Et les Camerounais sont regardants par rapport à cette distribution des prébendes dont ils sont finalement des otages. Pour les soutiens, je crois que les soutiens ne peuvent être calibrés et évalués qu'à l'aune du dépouillement des bulletins de vote dans l'urne. On ne peut pas, a priori, être pris au piège des nominations pour évaluer le degré de soutien. Ce n'est qu'à l'issue du scrutin qu'on peut savoir effectivement si la géographie électorale est conforme à la géographie politique. Or, nous revoyons le même phénomène. Les gens ne retirent pas leur carte d'électeur. Et les CAM passent des communiqués dans toutes les radios FM. Mais il n'y a pas un engouement pour aller retirer ces cartes électorales alors que les élections sont convoquées pour le 30 novembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nominations ne peuvent pas avoir un impact sur la mobilisation, si tant est que les uns et les autres ne vont pas retirer leur carte d'électeur. Comment donc ils vont exprimer leur choix pour, pour répondre à l'allégeance qui leur est concédée à travers les nominations de leurs fils? Moi, je pense qu'il faut qu'une mobilisation conséquente nous prouve que les uns et les autres sont prêts à aller voter pour soutenir effectivement celui qui a nommé les fils des régions au poste de responsabilité. Vous pensez que l'Ouest va voter massivement pour le président, pour son parti politique? Dans l'Ouest ou dans d'autres régions, que les citoyens électeurs soient là ou ne soient pas là, dans le cadre du système gouvernant, les choses fonctionneront toujours de telle manière qu'au final, ce soit le parti qui incarne les intérêts de ce système qui soit vainqueur. C'est ça qui est essentiel. C'est un système qui peut tourner à vide ou qui peut tourner sur lui-même. Il n'a pas vraiment toujours besoin des Camerounais, sauf à titre de justification. Voilà pourquoi on se retrouve avec plusieurs élections où on voit manifestement la démobilisation, sans qu'en réalité ça gêne vraiment le système, parce que quand même, plusieurs élections avec ce niveau de représentativité, ça veut dire que franchement, ça arrange bien le système que les Camerounais n'aillent pas voter, parce que c'est peut-être plus facile à contrôler comme ça dans le processus électoral. Alors, quelle est la place des anglophones, la partie anglophone, dans tout ce scénario-là, selon vous? Les anglophones sont également concernés par la départicipation politique, et se sont toujours abrités derrière la fameuse question anglophone qui indique clairement leur supposée marginalisation. Or, dans la gestion justement de la répartition des postes, il leur est concédé un poste de Premier ministre et on estime que le poste de Premier ministre est important pour une communauté qui ne représente que 20% de la population. Je pense que là où le bas blesse, c'est que le SDF qui était supposé corriger justement cet handicap de revendication, le SDF ne joue pas son rôle et le SDF s'est davantage rapproché du RDPC en brouillant effectivement le jeu de la revendication anglophone. Et pourtant, le SDF est aujourd'hui incapable d'être tout au moins un parti à dimension nationale. Le SDF reste confiné dans le nord-ouest et quelque peu dans le sud-ouest, sans que son organisation puisse aujourd'hui bousculer les velléités du parti au pouvoir, qui est de plus en plus gourmand, hégémonique et, ma foi,
ne concédant aucun espace aux autres partis. Et le fameux axe nord-sud, tout à l'heure on en a parlé un peu, est-ce qu'il est quand même mis à mal avec le choix qui a été opéré? Tout à l'heure, vous avez dit, professeur Aboya Manassé, que l'axe nord-sud, il y avait des petits zigzags qui permettaient de faire des petits recrutements à gauche, à droite. Mais est-ce que là, il est mis à mal? Nous ne sommes plus dans cette configuration-là. Moi, je pense que les axes sont des éléments commodes de gouvernement, mais que l'essentiel, ce sont les intérêts de la classe politique centrale qui est à Yaoundé et qui maîtrise le pays et qui, par ses représentants dans les régions, c'est-à-dire le commandement territorial, assure sa domination dans l'ensemble du Cameroun. Il y a effectivement, dans la logique politico-clientéliste, des axes. Est-ce que l'axe nord-sud a été affaibli? De manière relative, il l'a été, mais il n'a pas encore disparu. Attendons de voir déjà les configurations lors des prochaines élections législatives et municipales et attendons de voir la distribution des positions, par exemple, au bureau de l'Assemblée nationale, pour voir effectivement de quoi il en retourne. Mais je dis encore une fois que cette manière de faire est une manière artificielle. Il faut que les Camerounais soient cohérents. S'ils estiment qu'il y a une manière légitime d'associer les identités communautaires de type ethnique ou confessionnel aux jeux politiques, qu'ils construisent un modèle fédéral communautaire. Le modèle fédéral communautaire, on le voit par exemple incarné dans une certaine mesure avec le modèle cantonal suisse. On peut avoir un pays ayant une certaine diversité culturelle et on peut organiser politiquement cette diversité dans un cadre étatique unique, mais avec des techniques institutionnelles qui permettent de prendre en compte les différences communautaires. Professeur Manassé. Je crois que l'axe nord-sud pose le problème tout simplement de la place du Grand Nord dans le jeu démocratique. Or, cette place est manifestement une place devenue problématique. Si l'on s'en tient au mémorandum du Grand Nord de 2002, si l'on s'en tient à la menace de création d'un parti du Grand Nord pour manifester le mécontentement de certaines élites du Nord par rapport au choix opéré par le parti au pouvoir. Si l'on s'en tient notamment aux revendications en sourdine du poste de Premier ministre qui, pour certains, devait revenir naturellement aujourd'hui au Grand Nord, pour marquer effectivement que l'idée selon laquelle le Grand Nord fait partie intégrante de la stratégie de gouvernement qui est mise en place au Cameroun. Mais sur le terrain, je crois que il n'y a plus de tête forte capable d'influencer positivement la prise en compte de ces revendications. Au point où aujourd'hui, à travers les nominations que nous sommes en train d'observer ces derniers temps, on pense qu'il y a quasiment un renouvellement de l'élite du Grand Nord au détriment des grandes figures qui ont marqué leur présence pour le compte de ces régions, en l'occurrence Amadou Ali, en l'occurrence Kaba Yégué. Quand on voit émerger aujourd'hui le directeur de la Sonara, c'est clair qu'on remarque que le président Biya est quasiment en train de procéder à un renouvellement de la classe politique du Grand Nord qui a connu effectivement des perturbations avec les arrestations de Marafa Amidou Yaya, avec les arrestations de Iya Mohamed. Ce ne sont pas des phénomènes qu'il faut balayer d'un revers de la main. Il y a effectivement un mécontentement et des insinuations qui attestent la thèse selon laquelle nous sommes dans une logique d'un marché de dupes. Le Grand Nord, vivier électoral, pour certains, n'est pas suffisamment récompensé dans la redistribution des cartes au niveau post-électoral. Alors, docteur Mathias Eric, est-ce que vous avez l'impression effectivement qu'il y a ce renouvellement dans cette phase? Parce qu'on a vu des cas, on voit par exemple M. Kaba Yégué Djibril, président de l'Assemblée nationale sortant, hein, le mandat est à son terme, qui s'est vu refuser, il faut le dire comme ça, une affectation au Sénat. On voit M. Amadou Ali qui a été longtemps le monsieur qui était chargé de mener la charge contre, entre guillemets, les prévaricateurs de la fortune publique, qui se retrouve lui-même pris dans un engrenage, M. Iya Mohamed, M. Marafa, Amidou Yaya et autres. Est-ce qu'effectivement on est dans un, comme il dit, un renouvellement des élites avec l'émergence du ministre des Finances actuel, de M. Talbamala,
du directeur des impôts, des personnalités qui sont plus jeunes? Oui, dans une certaine mesure, cela est établi. On pourrait même ajouter l'Amido de Rai Bouba, qui est le premier vice-président du Sénat. Mais seulement, en fait, cette logique, le président Biya l'a déjà expérimenté dans d'autres régions, par exemple dans le fameux Grand Sud. En réalité, le fond est toujours le même. Il s'agit de renouveler pour rester. Ça veut dire qu'en renouvelant l'élite, c'est pour assurer la force de sa position et neutraliser les grands barons qui, ne serait-ce qu'au vu de leur expérience, pourraient poser problème. C'est toujours fondamentalement la même logique. Ça veut dire qu'au-delà des jeux d'écran qui sont liés à ces différents axes, l'essentiel, c'est la reproduction du pouvoir central présidentialiste. Qu'est-ce que le Grand Nord représente dans l'échiquier politique actuel au Cameroun, selon vous, Manasseh Boya Ndong? Quand on lit les grandes lignes du mémorandum qui a été commis à l'époque en 2002, la première phrase indique sur quoi se fondent leurs revendications. Ils estiment représenter 4 900 000 habitants. Donc quasiment plus de 40% de la population du Cameroun. Donc le poids démographique était donc associé au non-développement, à une zone de non-droit, à une zone de non-citoyenneté. Pour eux, ils ne recevaient pas convenablement ce qu'ils représentent sur le plan démographique et étaient considérés comme du bétail électoral. Donc en réalité, dans une configuration de la démocratie mettant en exergue la loi de la majorité, le Grand Nord, effectivement, revendique détenir un vivier électoral qui n'est pas valorisé à sa juste valeur. Voilà le véritable problème. Le Grand Nord estime qu'il ne doit pas seulement constituer du bétail électoral, mais il faut qu'il soit récompensé le moment venu à l'issue des consultations électorales comme une région qui fournit beaucoup d'électeurs au parti au pouvoir. C'est une revendication surfaite ou bien c'est une revendication légitime? Moi, je dis qu'elle est en partie surfaite et en partie elle est légitime. Il est clair que le Grand Nord est une composante essentielle au Cameroun, comme le Grand Ouest, comme le Grand Sud. Moi, je pense que le débat politique devrait porter sur autre chose. En réalité, si ces éléments sont vrais, ils sont vrais dans le cadre du jeu que le système gouvernant veut voir pratiquer, celui du clientélisme politico-régional. Parce que c'est ça qui permet aux chefs du système de rester au-dessus de tous les groupes, de toutes les factions, de toutes les tendances et d'assurer donc l'unification de la nation à travers sa position centrale. Donc je crois que tout cela est un jeu et ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'en réalité, les manipulations clientélistes que le système fait sont en train de lui revenir à la figure. Ça veut dire que précisément parce que ce système du renouveau a campé le Grand Nord comme son principal vivier électoral, il a engendré une surenchère de demandes en termes de postes à louer, en termes éventuellement de ressources à louer dans un certain nombre d'investissements. Et ce jeu-là pourrait être pratiqué dans n'importe quelle zone du Cameroun. En fait, c'est l'effet de la manière de gérer l'ensemble national. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce scénario-là, qui a été d'ailleurs révélé par certains médias, notamment l'Œil du Sahel par exemple, qui est originaire du Grand Nord, on parle effectivement d'un grand parti politique qui regrouperait les cadres du Grand Nord et quelle que soit l'information, il se ferait investir, élire, démissionnerait de tous les partis dont ils sont issus pour rallier un éventuel grand parti régional. Est-ce que vous pensez que ce scénario, ce cas de figure peut effectivement prendre forme? Non, je ne pense pas. Je crois que l'élite du Grand Nord connaît toutes les faiblesses du parti au pouvoir. Je crois que l'élite du Grand Nord joue sur certaines peurs, sur la perspective de désintégration. Parce que nous vivons dans un pays où il y a trois principes. La centralisation, l'ordre et la discipline. Donc le régime est allergique à tout ce qui peut perturber l'ordre public, tout ce qui peut perturber la discipline partisane. Donc c'est généralement des surenchères qui permettent donc de reconsidérer certaines positions. Donc, le mémorandum du Grand Nord a mobilisé à l'époque Mara Famidou Yaya, Amana Dama qui sont arrivés sur le terrain. Ils ont fait un mois sur le terrain pour expliquer tous les bienfaits que le renouveau fait à cette région. Je crois que... Ils ont vu comment ils ont été récompensés.
Donc je pense qu'ils ne vont plus refaire le mémorandum. Ils sont en train d'entrevoir justement cette menace de grands partis qui pourrait fédérer effectivement les grandes composantes sociologiques de cette partie du Cameroun et mettre à mal la cohésion au niveau du RDPC. Je crois que c'est une menace qui serait difficilement mise à exécution. C'est d'autant plus que quelques élites se sont désolidarisées immédiatement pour dire qu'elles ne font pas partie de ce complot, de ce plan qui vise à unifier dans un même combat les grands leaders politiques du Nord. Alors, vous, sur le grand parti régional, s'il arriverait à être créé, vous pensez que c'est une possibilité? C'est toujours possible, mais je ne suis pas sûr que l'ensemble des élites venant des régions qui forment ce qu'on appelle commodément le Grand Nord y soient. Et je dirais que si une telle évolution s'établissait, ce serait une forte régression pour le Cameroun en termes d'esprit national. Et ce serait aussi la marque des limites d'une politique clientéliste basée sur l'équilibre des équilibres régionaux. Je crois que si c'est difficile, ça peut quand même se faire. Et ça, c'est une évolution dangereuse parce qu'elle nous inscrirait dans ce qu'on peut appeler, sans donner de leçons à nos frères ivoiriens, l'ivoirisation du Cameroun, qui est une réalité tout à fait possible. On peut effectivement rentrer dans une logique où, comme dit Mamadou Koulibaly, les partis deviennent des syndicats ethniques et des syndicats ethnopolitiques. Et ça, évidemment, pour un pays aussi complexe et aussi divers que le Cameroun, ça ne serait pas une bonne évolution. Mais ce serait l'effet précisément des politiques du régime. À mon avis, il faut faire la politique sur autre chose que ces éléments. Si on pense que ce sont des éléments essentiels à la structure du Cameroun, qu'on les institutionnalise à travers le fédéralisme et qu'on crée un noyau qui va maintenir l'unité de cet ensemble complexe qu'est le Cameroun. Alors, on fait une première halte. Il y a des questions qui sont arrivées. C'est une question qui vient du site camtou.com. Marie Ebagué. Elle demande quelle est la place du mérite dans ce système qu'on est en train de décrire. Le mérite, officiellement, est toujours pris en compte. Mais je pense que le mérite est aujourd'hui difficilement mesurable à travers le décret. Le décret indique que le président peut nommer qui il veut sans se justifier. Donc on ne peut pas quantifier le mérite derrière un décret présidentiel parce que le décret est un acte de souveraineté. On pourrait peut-être parler du mérite dans les concours administratifs. Encore qu'après le concours, il faut aller sur le terrain et c'est le décret qui façonne les carrières et c'est le décret qui façonne la trajectoire des uns et des autres. Donc je pense que le mérite peut difficilement être mesurable si on le croise au décret présidentiel. Alors sur Just TV, il y a Patrick Boyoguino. Pour lui, il pense qu'on ne devrait pas parler d'équilibre dans un pays qui se veut émergent. On devrait prôner le mérite. C'est une honte, cette idée d'équilibre qui marginalise les idées. André Noukti qui dit qu'il est contre un équilibre qui ne sert à rien sauf à partager le gâteau. On gère un pays pour construire et développer, pas seulement pour partager les impôts parmi les riches. Jean-Norbert Défaut qui dit que le RDPC court un risque d'explosion après M. Billard. Patrick encore qui dit que les populations des contraires reculées sont naïves car c'est par elles que le pouvoir en place gagne très souvent. C'est pourquoi certaines zones ne seront jamais éclairées pour ne pas vivre la réalité. Il y a Alain de Limbé qui dit qu'il a l'impression que le docteur Oona est contre l'équilibre régional tel qu'il est pratiqué actuellement au Cameroun. Et pourquoi cela? Une helvétisation du pays ne présente-t-il pas un plus grand danger pour la stabilité? Pas du tout, puisque le pays est déjà helvétisé, mais il est helvétisé de manière clandestine. Et c'est ça tout ce jeu de l'équilibre. Ça veut dire que l'ironie du Cameroun, c'est que c'est un système effectivement centralisé, comme on l'a dit, le professeur Aboya et moi, mais en même temps qu'il y a des techniques de gestion qui relèvent pragmatiquement du fédéralisme. C'est un fédéralisme clandestin. Et c'est pour ça que ça marche aussi mal. Si on veut et on considère, c'est une position, que le Cameroun a une base multicommunautaire, qu'on l'intègre dans les institutions et puis on la gère de telle manière qu'on n'en arrive pas à l'explosion. On peut tout à fait, la Suisse n'a pas éclaté. Il y a une Suisse alémanique, il y a une Suisse romande, c'est-à-dire francophone,
il y a une Suisse italienne, et la Suisse est bien un pays. Je ne vois pas pourquoi les gens pensent qu'un modèle fédéral entraînerait l'éclatement du Cameroun. Ça dépend comment il est géré. Donc l'helvétisation, c'est-à-dire un modèle institutionnel qui irait vers ce que la Confédération helvétique fait, n'est pas en soi une mauvaise chose. Le Cameroun est, comme le disait le professeur Joseph Oona dans un article en 1975, un pays qui a une peau de panthère, c'est-à-dire qui est caractérisé par sa diversité. Et bien qu'il assume cette diversité officiellement, pas de manière honteuse. Et puis, l'équilibre en soi n'est pas contre le mérite. C'est la manière dont on pratique l'équilibre au Cameroun qui peut être contre le mérite. Et le professeur Aboué avait raison de souligner que le problème essentiel, c'est la cooptation. C'est-à-dire que nous sommes dans un système de cooptation. Effectivement, c'est le chef central, en l'occurrence le président de la République, qui choisit tel ou tel. Et en quelque sorte, comme on le dit ironiquement, c'est le décret qui confère la compétence. D'accord, alors c'est Jean Frou du site camtou.com d'ailleurs qui posait la question. Que pensez-vous de l'équilibre régional pour ou contre? Vous avez commencé, vous avez répondu, hein, professeur Manassé, l'équilibre. Ouais. Je crois que l'équilibre régional rend complexe la manière de diriger le Cameroun. Parce qu'au-delà de l'équilibre régional, il y a plutôt une concurrence entre les ethnies et c'est ce qui est dangereux et qui pourrait amener les uns et les autres à s'organiser pour contrer l'hégémonie des autres, des uns et des autres. Et on a utilisé souvent l'administration pour déconstruire l'accès des uns et des autres au développement. Moi, je pense que l'administration peut mieux faire, le pouvoir politique peut mieux faire pour intégrer les uns et les autres dans un processus national en veillant à ce que l'intégration ne soit pas freinée par des velléités centripèdes. Donc, et c'est ça le gros problème du Cameroun, parce que le tribalisme est finalement né parce qu'on a mis les ethnies en concurrence, parce qu'on a mis les ethnies dans une perspective de survie alimentaire et non une survie permettant de construire le Cameroun. Et là, on est dans une débandade généralisée parce qu'on court derrière les prébendes et seule l'administration devient la seule source qui permet justement d'avoir accès aux prébendes. Alors il y a justement mais qui dit, professeur, on a une observation, la Confédération helvétique ne naît pas de la volonté d'un État central, mais de cantons autonomes au départ, et la langue n'est pas ce qui a déterminé la formation des différents cantons. Non, non. Il y a un élément culturel dans l'organisation politique suisse. Je n'ai pas dit que la fédération naissait d'un État centralisé. J'ai juste montré qu'il peut y avoir une unité politique fondée sur une organisation sociale multiculturelle et qui aménage cet élément par le fédéralisme. C'est ce que j'ai dit. Et donc, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, oui. Et puis, j'ai pris l'exemple de la Suisse. Je pourrais prendre l'exemple de l'Éthiopie, puisque l'Éthiopie est moins éloignée de nous. En Éthiopie, nous avons un modèle fédéral qui a en partie une composante ethno-régionale. Depuis 91-92, l'Éthiopie n'a pas encore éclaté. En fait, moi, je crois que le vrai problème du Cameroun, c'est le centralisme. C'est le centralisme étatique et le centralisme étatique présidentiel, où l'institution présidentielle est l'équivalent d'un monarque impérial. Et c'est le monarque impérial qui unifie la nation. Or, c'est un lien trop fragile pour unifier la nation. Il faut renforcer le socle institutionnel de cette nation. Parce que c'est lui, finalement, qui fait les équilibres. C'est lui, en tant que chef politique et chef étatique, qui fait les équilibres régionaux. C'est donc insuffisant. Et c'est ce modèle centralisé qui entraîne la compétition, parce que tout le monde veut contrôler cette position-là. Alors, parlons maintenant des élections qui doivent se dérouler le 30 septembre prochain, après plusieurs reports d'ailleurs. Selon vous, ces reports étaient justifiés, Manassé Aboya-Ndong? Matériellement, le report était justifié simplement parce qu'il n'y avait pas de fichier électoral. On ne pouvait pas organiser des élections sans fichier électoral. Et les CAM étant portés justement à la refonte du fichier électoral, manifestement, on ne pouvait pas organiser des élections sans que ce fichier soit disponible. Non, moi je pense que le report pouvait se comprendre, mais c'est la manipulation politique du report qui est le problème. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pouvoir est parti sur le principe d'un consensus implicite entre les forces politiques. Il faut nettoyer les données électorales, il faut donc aller vers la refonte. Tout le monde l'acceptait plus ou moins. Maintenant, sur cette base, on aurait pu être d'accord pour aller vers un consensus plus fort sur le calendrier
établir clairement le calendrier en disant bon, on va faire les élections dans 18 mois. C'était clair pour tout le monde et chacun avait le loisir de s'organiser comme il le voulait. Le vrai problème, c'est qu'on a profité de ça, en réalité, pour manipuler, comme à l'habitude, comme à l'accoutumée, la programmation électorale, ce qui fausse la compétition. Parce qu'on est dans une situation où c'est un joueur qui siffle le début du match. Alors, l'autre point important, c'est aussi le nombre d'inscrits. Tout à l'heure, vous en avez parlé un peu. Après toutes les campagnes engagées, est-ce que vous estimez qu'on est arrivé à un bon niveau d'inscrits? Non. Aujourd'hui, on est quasiment à 6,5 millions, malgré toute la mobilisation supposée. Ça veut dire que la désaffection est encore rebelle. On n'a pas réussi à mobiliser tout le monde, tous les électeurs potentiels à aller s'inscrire. Et je crois que ça va être difficile de mobiliser davantage, parce qu'au regard de ce qui s'est passé pour le Sénat, qui a créé des problèmes avec des partis au sein de la majorité présidentielle, je crois que la démobilisation va encore être plus accentuée. Et à mon sens, il ne fallait pas interrompre les inscriptions sur les listes électorales pour cause d'élections sénatoriales. Il fallait encourager les gens à s'inscrire, si tant est qu'on avait observé à un moment donné que l'engouement commençait à prendre corps parce que l'ECAM n'avait pas eu une bonne stratégie de communication au début du lancement de ce processus. Comment on peut expliquer cela? Selon vous, déjà, première chose, vous êtes satisfait du nombre d'inscrits? Certainement pas. Certainement pas. Comment on peut expliquer que malgré toutes les campagnes, les gens ne se pressent pas? Les gens ne se pressent pas précisément parce qu'ils ressentent de manière intuitive ou de manière argumentée que le jeu n'est pas véritablement concurrentiel ni loyal. Et il y a quelques éléments politiques symboliques qui auraient pu permettre au pouvoir public et à Elections Cameroun de débloquer cette situation. Au niveau du président de la République, c'était essentiel d'engager une démarche dans laquelle il aurait appelé les principales forces politiques, du moins dans la configuration précédente, celles qui étaient à l'Assemblée, celles qui avaient un grand nombre de représentants dans les conseils municipaux, à un dialogue direct. Ça veut dire qu'il aurait rencontré le chairman Frundi, il aurait rencontré Adamoun Damdjoya, Maïgari Bello Bouba et quelques autres chefs pour discuter avec eux sur le calendrier. Je suis sûr qu'une telle rencontre aurait été un élément symbolique important pour montrer aux Camerounais que leurs politiques, leurs acteurs politiques peuvent discuter, dialoguer entre eux sur des choses aussi essentielles que la programmation des élections. À la suite de quoi, le président aurait pu demander au Premier ministre de rencontrer l'ensemble des forces politiques dans leur grande diversité pour discuter justement sur la programmation électorale en collaboration avec Elections Cameroun. Je crois qu'ensuite, on pouvait également ajouter des opérations de mobilisation associant l'ensemble des partis sur le terrain. Bon, le cadre institutionnel est censé le permettre, mais il ne fonctionne pas. Parce qu'en réalité, le pouvoir me semble avoir un double agenda. Un agenda visible qui appelle les Camerounais à s'inscrire et un agenda invisible qui régule pour que les Camerounais ne s'inscrivent pas trop parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir contrôler leur vote. Vous avez l'impression que c'est le cas? Non, pas forcément sur cet aspect, mais je crois que sur l'aspect relatif au dialogue, il y a eu une stratégie de dialogue qui a été envisagée entre, effectivement, le grand parti John Frundi, avec son SDF, et le Premier ministre. Mais c'était pathétique, puisque quand John Frundi est convoqué à la primature pour discuter de ces aspects-là avec le Premier ministre, on annonce les sénatoriales. Et le Premier ministre lui-même n'est pas au courant qu'on a lu le communiqué convoquant le corps électoral pour les sénatoriales. Ça veut dire qu'il y a un jeu officiel qui veut que les partis puissent discuter avec le parti au pouvoir, les partis d'opposition avec le parti au pouvoir, mais un agenda réel qui est piloté ailleurs qu'à la primature, ailleurs que dans le lieu où le jeu est supposé être déroulé. Donc je pense que ce dialogue est difficile parce que il y a toujours une gêne pour le parti au pouvoir de s'asseoir sur la même table avec l'opposition, question de parler de l'avenir du Cameroun. Donc ce jeu, officiellement, n'a jamais été envisageable depuis la tripartite et surtout que les résolutions arrêtées de manière consensuelle
n'ont pas été finalement déroulées comme cela a été indiqué. Il y a Alain Patrick qui est sur camtou.com. Il demande comment expliquer le désamour des Camerounais pour la politique. Tout à l'heure, le professeur Roland Guigné a commencé à en parler un peu, en disant qu'il y a une sorte de... Les gens ont l'impression que les choses ne sont pas claires et que la vote ne comptera peut-être pas. Vous avez le même point de vue? Il y a une désaffection parce que les gens ne sont pas satisfaits de la manière avec laquelle la politique se déroule. Les gens ont des récriminations qui n'ont jamais eu de réponse. Moi, je crois que la désaffection ne peut pas s'expliquer par un seul phénomène. Il y a une somme de petites causes qui, mis bout à bout, permet de conclure à la désaffection générale. Je crois qu'il faut faire le bilan de toutes les actions non concrétisées, de toutes les promesses non tenues, d'un agenda caché qui perturbe la lisibilité du jeu politique, qui peut permettre justement aux uns et aux autres de se désintéresser finalement. On ne peut pas trouver une seule raison et une seule qui puisse justifier tout cela. J'ajouterais quelque chose en fait pour dire à peu près ce que le professeur Aboya a dit, parce qu'en fait je dis la même chose. En fait, quand je disais tout à l'heure que les Camerounais n'ont pas confiance au processus électoral, c'était un des éléments. Les autres éléments, effectivement, le degré relativement faible de satisfaction en ce qui concerne les politiques publiques qui sont mises en œuvre, notamment, ce sont également des éléments importants. Alors, le 30 septembre, donc, Elekam va... Ce sera son baptême de feu, parce qu'on ne peut pas considérer que les sénatoriales, c'était un trophée de guerre véritable. Elekam devrait organiser 2 élections. On se rappelle qu'en 2002, il y avait eu un report. La toute-puissante administration territoriale avait été battue, on va dire comme cela, et on avait dû reporter les élections de quelques mois. Alors, est-ce que vous pensez que Elekam, là, est prêt à pouvoir organiser une double élection? Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, on ne peut pas prendre pour indicateur les sénatoriales pour dire que l'ECAM est prêt à organiser les élections. Les sénatoriales, c'était une élection relativement facile à contrôler. Les électeurs étaient connus, c'était les conseillers municipaux, les listes étaient affichées longtemps à l'avance dans les différents bureaux de vote. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ce sont les électeurs inscrits par Elekam, avec les cartes délivrées par Elekam, qui vont constituer justement l'ensemble du corps électoral, que ce soit pour les municipales ou pour les législatives. Et c'est là où on va voir justement la capacité d'Elekam à se mobiliser sur le terrain et à encadrer le déroulement de ce processus jusqu'à la proclamation des résultats. Donc aujourd'hui, on ne peut pas leur donner un chèque en blanc, qu'ils sont déjà outillés pour pouvoir gérer ce processus. C'est d'autant plus qu'il y a des partis qui continuent toujours non seulement de contester la légitimité de l'ECAM, mais d'indiquer qu'il y a toujours des ratés répertoriés ici et là, et qui doivent être justement encadrés le moment venu pour savoir si l'ECAM pourra effectivement s'en sortir. Je crois que ce sera très difficile pour Elections Cameroun d'organiser avec un niveau fortement satisfaisant ces élections législatives et municipales. Attendons de voir. Et comme en réalité nous sommes dans un système qui a un double fond, je ne serais pas étonné de voir également positionner dans le même processus l'éternelle administration territoriale qu'on appellerait au secours pour éviter que le pays rencontre une catastrophe électorale sur son chemin. Alors, les élections, c'est aussi les primaires au sein des formations politiques. Le RDPC, en ce qui le concerne, a décidé de régler tout cela au niveau des investitures. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Est-ce que ce n'est pas un recul? Le RDPC qui a été quand même pionnier dans tout ce qui était liberté de choix à la base dès 1988, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce n'est pas un recul? Comment on peut l'expliquer? Mais aux dernières nouvelles, le SDF risque d'emprunter la même trajectoire si l'on s'en tient aux 5 millions exigés par chaque candidat à l'investiture pour, soi-disant, éviter qu'il y ait la corruption des électeurs. Je crois que c'est un choix manifestement qui s'articule comme une reculade, parce que les primaires,
c'est l'instrument démocratique qui permet de choisir les candidats sollicités, souhaités par la base. Donc, c'est un moyen démocratique de choix des candidatures. Or, en acceptant d'aller plutôt à travers l'investiture, le parti a manifestement besoin de contrôler ses élus et de jeter au devant de la scène ceux qui semblent être fidèles à la logique de gouvernement du parti. Donc, je pense que c'est une reculade. Une reculade pour vous? Oui, disons, en fait, moi, je crois que le système est cohérent avec lui-même. Il est dans une phase de recentralisation, une phase de renforcement de son assise autoritaire. Et donc, dans ces conditions-là, il n'y a pas lieu d'utiliser des pratiques qui relèveraient d'une certaine ouverture démocratique. Moi, je pense que nous sommes dans une phase de reconsolidation de l'autoritarisme au Cameroun et que le système gouvernant se comporte en tant que tel. Bon, c'est bien malheureux pour les tendances du RDPC qui se voulaient progressistes, qui se voulaient libérales ouvertes, mais elles vont devoir faire face à cette reculade, comme on a dit. Est-ce que cela ne va pas se retourner contre le parti, contre sa hiérarchie notamment, qui lui est chargé de centraliser toutes les candidatures qui arrivent, de faire tous les arbitrages? Est-ce qu'à terme, ça ne va pas se retourner contre le parti lors des prochaines échéances? Parce que s'il y a trop de mécontents, ça peut avoir un effet domino. Non, le système fonctionne sur la base d'un verrouillage. Malgré les mécontentements, ça n'aura pas grand effet, au moins dans le cadre de ce jeu-là. Selon vous, non, les mécontentements ne font rien à la hiérarchie du parti. Vous vous souvenez les investitures qu'il y avait à l'époque à plusieurs endroits du Cameroun? Ceux qui avaient perdu, c'est-à-dire désavoués par la base, avaient été logiquement promus. C'est le parti qui décide qui va porter ses couleurs. Ce n'est pas la base qui impose. Nous sommes comme en Union soviétique. Le parti fait une liste unique et tout le monde la valide. Ce n'est pas la base qui indique le choix à opérer par le parti. Je crois que ça n'a aucun impact et ça ne peut pas perturber la machine parce que le comité central du RDPC est une machine qui fait ce qui lui semble bon sans tenir compte des avis des uns et des autres. La preuve, dans la circulaire, on préconise le consensus, quel que soit le choix qui sera opéré. Quel que soit le choix. Oui. Alors justement, il y a beaucoup de personnalités qui sont en prison, qui ont eu le temps de mettre en place des réseaux parce qu'elles ont occupé des fonctions éminentes au sein de l'appareil d'État. Est-ce que ce recadrage-là, ce renforcement-là n'est pas aussi une manière de mieux contrôler les différents réseaux qui pourraient infiltrer le système à un moment donné critique? C'est évident que le processus de filtrage politique auquel les investitures vont donner lieu vise aussi à s'assurer que ceux qui vont passer à travers les mailles du filet sont ceux qui sont conformes au profil de contrôle tel qu'il a été dessiné par les autorités centrales du RDPC. C'est évident donc qu'on va essayer d'empêcher tous ceux qui sont censés être reliés au réseau de tel ou tel baron en disgrâce de pouvoir figurer au titre des représentants du RDPC dans ces élections. Vous pensez que c'est le cas? Mais ce sentiment a été déjà balancé dans l'opinion publique pendant les sénatoriales, où on estimait que tel ou tel autre candidat était plutôt proche de Marafa ou de tel. Moi, je pense que la base des gens à fuir s'est élargie avec l'arrestation de Iya Mohamed. Je crois que tous les jours qui passent, on voit un nouvel objet de fuite, de peur que les militants doivent prendre en compte. C'est des techniques d'exclusion parce que la base de l'autoritarisme, c'est l'exclusion. L'autoritarisme empêche à certaines couches d'accéder à la redistribution de certaines ressources politiques et économiques. Je crois que c'est un processus normal de contrôle du levier du parti. Alors, je vais lire quelques messages qui sont arrivés entre-temps. Alors, sur Just TV, c'est Jean-Norbert Défaut qui dit que ne pas s'inscrire, c'est valider tout ce qui se fait. On dit qui ne dit mot consent.
Il y a Johnson qui dit le carburant du parti au pouvoir est la convergence de toutes les forces vers son centre et attention à ceux qui veulent s'opposer à la machine épervier. Il y a Patrick Boyogino qui dit que Ateba Yéné avait dit une fois qu'il faut faire attention aux esprits qui sont concentrés dans les prisons. Il risquerait d'avoir une forte explosion qui serait très grave pour le pouvoir. Hervé Magloire estime qu'il faut, on peut assister le 31 vote sanction contre le RDPC si la base n'est pas satisfaite. Voilà, excusez-moi, hein, parce que le message arrive en grappe là. Il y a un monsieur qui est il s'appelle Mohamedou Saliou dans l'Adi de Marois. Et l'investiture n'est-elle pas un handicap pour les jeunes du RDPC engagés à renverser la tendance, la vieille tendance? Bon. Il y a Brice qui estime que les sommes... non, il demande, hein, il pose la question. Est-ce que les sommes exigées pour l'investiture, ce n'est pas là un moyen de faire élire les plus riches? Est-ce encore de la démocratie? Justement, parce que au RDPC, on justifie les investitures et autres par le fait qu'il faut empêcher que des gens qui ont de l'argent ne corrompent à la base et ne viennent se faire... Oui, mais si on peut ne pas corrompre à la base, on peut aussi avoir les mêmes phénomènes de corruption au niveau même du centre, c'est-à-dire dans l'administration centrale du RDPC au comité central. Qu'est-ce qui nous garantit que là-bas, il n'y aura pas de corruption? Donc, en fait, c'est un argument spécieux qui vise à déguiser la logique qui est une logique de reprise en main. Et effectivement, une logique qui est une logique de type oligarchique. Ça veut dire que plus on va avancer, plus les minorités qui sont au cœur du pouvoir vont resserrer le dispositif pour être sûr de contrôler le pouvoir. Et plus aussi on va ressentir ce qui se voit déjà, un phénomène d'évolution gérontocratique. Ça veut dire que plus le temps va passer, plus on va constater que ceux qui sont au cœur du pouvoir ont un certain âge. Ça, c'est l'effet de la volonté de monopoliser à tout prix le pouvoir. Alors, voilà, vous pensez que c'est aussi, justement, quelle garantie nous avons que au niveau du centre, de ceux qui sont chargés justement de tout centraliser et contrôler, il n'y aura pas de marchandage? On en a beaucoup entendu parler aussi au niveau du RDPC. Bien entendu, quand on se souvient de tout ce que la presse a dénoncé pendant le congrès du RDPC, où on estimait qu'il y avait un montant à débourser pour être dans le bureau politique ou dans le comité central. Et on parle de certaines dignitaires qui auraient déboursé des centaines de millions pour entrer au bureau politique et qui auraient été désabusés. Je pense que les rumeurs de corruption ne concernent pas que la base. Ces rumeurs concernent aussi le sommet du parti, ou alors la hiérarchie du parti, qui est exposée à ce type de pression. Mais les réponses qui avaient été données à l'époque indiquaient que ceux qui avaient donné l'argent en tant que contribution pour la marche du parti et que cet argent avait été régulièrement déchargé. Or, comment peut-on décharger 100 millions d'un militant sans être capable de l'investir, même si cet argent est perçu comme une contribution personnelle? Je pense que la corruption arrange certainement la hiérarchie du parti et que la base du parti, parce que là, c'est ceux qui contrôlent les leviers du parti qui sont bénéficiaires de cette éventuelle corruption, puisque c'est la hiérarchie du parti qui a le pouvoir de décision. Mais qu'à cela ne tienne, il y aura toujours des gens qui voudront corrompre, il y aura toujours des rumeurs de corruption qui vont circuler, mais il faut que le parti rassure les uns et les autres que la hiérarchie du parti n'est pas concernée par les manœuvres déployées par les uns et les autres pour briguer l'investiture du parti à travers l'argent des bourses. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la corruption ici n'est pas simplement une corruption monétaire, ça peut être une corruption relationnelle, c'est-à-dire les effets des réseaux de copinage ou de connivence. C'est-à-dire que des gens vont placer des gens qui leur sont proches, alors que ceux-là n'ont peut-être pas le mérite et l'étoffe politique pour être dans ces positions. Alors, pour revenir un peu à l'opposition, parce qu'il faut bien qu'on parle de l'opposition, est-ce que vous pensez qu'elle a quand même des chances d'améliorer ses scores lors des prochains scrutins? Je pense que la mise à jour des forces politiques qui seront en compétition est relative.
comme on n'a pas fait des élections depuis quasiment 2007, je crois que le seul test ne peut être que les prochaines consultations électorales. Il est difficile aujourd'hui de programmer ce que le MRC va faire à l'Ouest, ce que le CPP va faire à Douala, parce que ces consultations électorales n'ont pas été organisées. Et puis, il y a eu beaucoup de facteurs qui peuvent indiquer la mobilisation des uns comme la démobilisation des autres. Il n'y a qu'une élection pour confirmer l'ascension des forces politiques ou la régression de certaines forces politiques. Voilà pourquoi le 30 est un rendez-vous qui va nous permettre effectivement d'être plus édifiés sur le tri qui va être fait par les électeurs. Alors, vous pensez que l'opposition camerounaise améliorerait ses scores? Je n'en suis pas sûr parce que cette opposition est fort dispersée et également parce que le système électoral est verrouillé. Je ne crois donc pas que l'opposition pourrait le faire. Si jamais ça se faisait, il y a des mécanismes institutionnels qui permettraient encore de contenir la poussée de l'opposition. Alors, on a vu quand même qu'il y a une sorte de... Au niveau de l'opposition, déjà à la faveur des sénatoriales, on a vu que le président Biya a coopté quelques partis au sein du Sénat. On voit en même temps que le SDF apparaît comme la principale formation. Ça, c'est consacré. Mais on sent aussi du recul. Hein? On sent du recul je ne sais pas, de l'aura du chairman, peut-être un peu de fatigue, on ne sait pas. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra encore rebondir, même sur le plan du dynamisme? On ne sent plus une opposition qui soit très, très motivée. Vous pensez qu'elle pourra au moins rebondir? On pourra revoir l'opposition dans ses plus beaux jours? Ça va être très difficile dans cette configuration. Ça va être très difficile parce qu'effectivement, la formation qui jusqu'ici incarne le leadership au sein de l'opposition, le Social Democratic Front, aura beaucoup de problèmes à se repositionner compte tenu de ce qui est devenu l'image du chairman dans l'opinion publique. Beaucoup considèrent que le chairman est désormais, à tort ou à raison, dans une logique de collusion avec le système. Et ça va être très difficile pour le chairman de changer cette manière qu'on a de le percevoir. Ensuite, il faut savoir si les nouvelles formations auront les ressources nécessaires pour pouvoir se mobiliser au cours de l'élection et notamment défendre dans un certain nombre de circonscriptions leur vote, parce que ça se joue là aussi. Il faut être capable de défendre même physiquement le vote qu'on a pu mobiliser dans les urnes. Je doute fort de la capacité de ces formations à le faire parce qu'elles sont trop dispersées face à un parti qui n'est pas un parti ordinaire. Le RDPC, c'est le parti d'État, pour ne pas dire le parti de l'État. Donc on ne peut pas l'affronter comme si on était dans un système politique démocratique normal. Et l'extrême dispersion de l'opposition est un problème pour envisager une victoire dans ces conditions. Il y a Alexandre Songué qui est sur tamtou.com. Il demande, ne serait-il pas plus judicieux pour cette opposition de se regrouper pour jouer son vrai rôle? Je crois que le plus grand handicap de l'opposition, au-delà du regroupement, tant sollicité, qui n'arrive jamais, c'est sa capacité à couvrir l'étendue du territoire national. Donc l'opposition ne peut pas valablement présenter des candidatures, que ce soit pour les législatives ou les municipales, dans toutes les circonscriptions ouvertes à compétition. Le SDF, qui est le plus grand parti, n'arrive pas à présenter des candidats sur toute l'étendue nationale et de pouvoir avoir des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Ça veut dire que pour prétendre à un score plus favorable, il faut au moins se préparer à couvrir au minimum les candidatures sur toute l'étendue du territoire national. Quand on y ajoute maintenant le recul avec les éléments fournis par Mathias, on comprend qu'elle aura du mal justement à retrouver sa crédibilité ou alors son offensive d'antan. Aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Elle ne s'est pas restructurée de manière à projeter ses perspectives de développement pour être une opposition capable de rivaliser avec le parti au pouvoir au niveau national.
Alors Zinga Angoula qui estime que le MRC n'est qu'un appendice du RDPC. Le professeur Maurice Kamto est une top solidaire à un septennat du RDPC et dont le boulot est de saboter toute velléité d'opposition à l'ouest du Cameroun. C'est un point de vue hein, comme un autre. Est-ce que c'est le cas? On verra bien. Si c'est le cas, on finira par avoir des éléments concrets montrant que le MRC est un appendice du RDPC. Si ce n'est pas le cas, on le saura aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas préjuger. Je crois que précisément au cours de ces élections-là, l'un des enjeux pour l'opposition, ce sera de voir si effectivement le MRC est capable de mobiliser un capital électoral important et surtout capable de ne pas s'inscrire dans le piège que le régime va lui tendre, c'est-à-dire de le fixer à l'ouest du Cameroun. Parce que c'est une logique qui permet au système gouvernant d'apparaître comme le seul parti national, même si elle est acquise de manière en fait à faire injustice à certaines autres formations. Parce que je pense que le SDF, dans un système démocratique plus loyal, aurait une assise nationale réelle. Alors, MRC top modèle, professeur... Moi, je crois que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour attester une thèse pareille. Je crois que c'est généralement le soupçon mobilisé quand un ministre quitte le gouvernement. Les uns et les autres ne croient pas à la démission, les uns et les autres ne croient pas à la perspective politique choisie. Je crois que c'est un soupçon qui va être éventuellement élagué au lendemain du scrutin. Même si stratégiquement, Maurice Kamto a commis l'erreur de commencer par ouvrir les grandes activités de son parti chez lui à Baham. Je crois que... C'est une erreur, selon vous, parce que le RDPC va lui dire, OK, comme tu commences là-bas, autant donc, si tu veux avoir quelques personnes, quelques des conseillers municipaux, ça sera dans ta région. Voilà. Il y a d'ailleurs... Corinne qui estime que c'est le RDPC, elle est à Bonabéry, hein. C'est le RDPC qui va décider du nombre de députés de chaque parti politique, selon elle. Il y a Wadel qui estime que Maurice Kamto n'a pas sa place dans le champ politique camerounais. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il dit ça. Patrick estime que le MRC va devoir subir les pièges tendus par le pouvoir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Bon, on va prendre... Bon, ok. Passons à une dernière tranche. Hein. Il nous reste 5 minutes. Hein. Alors, la faveur de la mise en place du Sénat, tout à l'heure j'ai posé la question d'emblée au docteur Mathias Eric Orolangini. J'ai dit que certains observateurs avaient pensé que c'était le signe peut-être que le président Biya pouvait laisser la main avant le terme de son mandat. Et lui, il estime que le président Biya est déjà en campagne pour sa réélection en 2018. Donc, pour vous, il ne faut même pas qu'on se leurre là-dessus. Les signes de la pré-campagne sont en place. Bien sûr, je crois que c'est... Quels sont-ils? Les signes, c'est... Vous avez vu, par exemple, dans le rituel politique qui a suivi la désignation de M. Nyan Difendi Marcel comme président du Sénat, comment à l'Ouest, précisément, dans ce qui est censé être sa base, on a commencé un certain nombre de messages qui allaient dans le sens de soutenir le président Biya pour 2018. Cela fait partie d'un manège qui est bien orchestré. Et en réalité, un grand maître de tout ce jeu, c'est le président Biya qui est au contrôle, comme on dirait en Côte d'Ivoire. C'est lui qui fait ce jeu-là. Il est déjà clairement en campagne. Et quand vous lisez l'opération Épervier, quand vous lisez les méthodes de sélection que le président Biya a de ses premières équipes gouvernementales après avoir été réélu, vous comprenez que le président Biya est en course. Après tout, s'il a engagé son fameux programme, même si pour moi ça ne veut pas dire grand-chose, les grandes réalisations, c'est pour qu'il y ait une suite en termes de grande réussite ou de grande finition. Il ne va pas s'arrêter en si beau chemin. Vous êtes d'accord avec ce qu'il est en train de dire? Pas forcément dans la même articulation, mais je prends tout simplement pour base de raisonnement la révision de la Constitution en 2008, où on a levé le verrou de la limitation du nombre de mandats. Si on s'en tient tout simplement à cette possibilité qui lui est offerte de se représenter à l'infini, je pense que tant qu'il sera en vie, il se représentera toujours parce que la Constitution
lui permettra et parce qu'on prendra pour appui la Constitution qui lui permet de se représenter et ensuite le parti qui fait de lui le candidat naturel à l'élection présidentielle. Donc les leviers constitutionnels et les dispositions de son parti ne peuvent pas nous permettre d'entrevoir un aménagement de sa succession. Alors, le président s'est lancé dans une croisade contre les prévaricateurs de la fortune publique. Certains assimilent cela à une volonté d'écarter des rivaux politiques, d'autres à la nécessité de faire le ménage pour qu'un éventuel successeur qu'il aura choisi peut-être ne puisse pas être inquiété par ce dernier-là. Quel est votre avis sur la question? Moi, je pense que c'est une volonté, en fait, de faire place nette. C'est une logique d'épuration. C'est une logique d'épuration qui a également une visée sacrificielle. C'est une manière de s'éterniser. Pour s'éterniser, on se révigore en construisant de manière artificielle une légitimité populaire par le sacrifice qu'on fait des barons. Ce qui ne veut pas dire que ces barons sont des saints, mais ça veut dire seulement qu'on les utilise et on les jette en pâture au peuple, ce qui permet au peuple de voir le leader se légitimer comme quelqu'un qui lutte contre la prévarication, contre la corruption. Et je dis qu'en fait, c'est un combat qui ne peut rien donner parce que le régime est trop corrompu, le régime est trop pourri pour qu'une telle méthode puisse aboutir. En général, quand on veut réformer un tel régime, on procède d'une autre manière, on procède de façon institutionnelle. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que prévenir vaut mieux que guérir. Pour changer le cours des choses, le président Biya aurait effectivement pu se mobiliser, pu s'appuyer sur l'article 66 pour en fait construire un nouveau cadre de gouvernance au Cameroun. Mais vous voyez bien que jusqu'ici, l'article 66 n'est pas appliqué. Or, ça fait donc que le message de lutte contre la corruption n'est pas crédible. En la matière, prévenir vaut mieux toujours que guérir. Quand la maladie est si grave, je ne pense pas qu'on puisse le faire comme il le fait, parce que, comme disait quelqu'un, le poisson pourrit par la tête. Professeur Manasseh. Je pense que pour l'opération Épervier, il y a beaucoup d'incertitudes quant à la qualité des dossiers montés pour procéder aux arrestations. Je crois que quand on observe la plupart des barons arrêtés, donc, la plupart n'ont pas eu affaire à des dossiers régulièrement montés. C'est-à-dire on les arrêtait d'abord et on essayait de reconstituer les faits. Ensuite, ça jette le discrédit sur la sincérité des arrestations. Et le cas d'un artificier de cette opération Épervier, en l'occurrence le vice-premier ministre, avec M. Dokolens, l'atteste à profusion. C'est-à-dire qu'on a trouvé d'abord des victimes et on a commencé à chercher des éléments permettant d'accabler ces victimes. Même si dans la collecte des éléments, on pouvait tomber sur un élément pertinent, mais au départ, on n'avait pas des accusations précises permettant de procéder à telle arrestation si on s'en tient au dossier monté par Francis Dokolens. Donc, pour moi, depuis ces arrestations, il y a un arrière-goût de règlement de compte politique qui prend davantage que des dossiers régulièrement montés sur la base des accusations précises. Il y a Mohamed Mouliom qui est sur camtour.com. Il dit qu'il pense que le peuple camerounais n'est pas assez mature pour la démocratie. On a deux groupes de Camerounais, ceux qui ne vont jamais voter car pour eux le RDPC a déjà triché et cela représente plus de 80%. Un second groupe constitué de ceux qui votent pour un morceau de savon ou un billet de 500 francs. Tant que le peuple ne sera pas assez éduqué, la démocratie ne marchera pas en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Je pense que c'est un jugement expéditif. Si la démocratie marche dans des pays sociologiquement équivalents du Cameroun, qui ont à peu près le même type de structuration sociale ou économique, elle peut marcher au Cameroun si les Camerounais sont disposés à la faire marcher. Le vrai problème en réalité, c'est que nous avons affaire à un système gouvernant qui n'a jamais voulu démocratiser de manière sincère et qui tient à s'accrocher à tout prix. Et nous sommes rentrés dans une évolution qui me semble assez homologue de celle de la Tunisie de Ben Ali et de l'Égypte de Moubarak. Et je ne le dis pas en faisant des fioritures. C'est le même type d'évolution. C'est-à-dire que quand on surconcentre l'énergie politique dans un cadre, ça finit toujours par créer des problèmes. Vous terminez? Je pense que... Vous avez terminé vous déjà, donc vous terminez de ce côté. Oui, je pense que la démocratie est un état d'esprit. La démocratie est une culture qu'il s'agit
d'inculquer progressivement aux populations. Or, tel qu'on observe la manière avec laquelle le processus démocratique est conduit, et ça ressemble exactement à un chauffeur qui conduit avec la main sur le frein. Et le risque, c'est d'emballer la voiture parce qu'il est difficile de vouloir accélérer en tenant le frein. Donc, c'est une image un peu bizarre qui colle à la démocratie au Cameroun, qui a beaucoup de lois, qui a beaucoup de textes, mais dont l'application est toujours compliquée, est toujours centralisée, où les contrepoids sont neutralisés. Or, il n'y a pas de démocratie sans culture, il n'y a pas de démocratie sans état d'esprit, il n'y a pas de démocratie sans contrepoids. Barthélemy Dongo qui dit, vous cherchez les causes de la désaffection. Je veux aller prendre ma carte d'électeur, mais je n'ai pas d'eau dans mon quartier depuis 2 semaines. Avec quoi je vais donc prendre ma douche? Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, je crois qu'on a